on va revenir à une expression qu'on a employée au début. Vous n'êtes pas la cible. Là, on va parler stratégie. Ok. On va parler stratégie. Ici, on a des marques qui se disent marques de luxe, qui essaient de promouvoir des produits dits de luxe et qui ont une approche à la limite arrogante. Vous n'êtes pas la cible. En tant que stratège, est-ce que pour vous c'est viable? Ça me fait vraiment sourire quand je lis ça souvent. Vous savez, si vous vous sentez obligé de dire à quelqu'un que vous n'êtes pas la cible, c'est que vous n'avez pas fait le job. Parce que si vous avez fait le job, la cible vient d'elle-même. Bonjour et merci de nous retrouver pour ce énième numéro de Vécu. Nous sommes très contents de l'engouement que les premiers contenus ont créé. Nous sommes très contents de voir vos réactions enthousiastes. Continuez à nous suivre, à partager le contenu, à vous abonner et à en parler autour de vous. Pour ce numéro, nous recevons quelqu'un d'assez éclectique, le Dr Marc Atugoliti, spécialiste de marketing, spécialiste des industries du luxe, qui va venir nous parler de ce milieu-là. Mais avant, on va vous présenter le Dr Marc Atugoliti. Il est doublement docteur, donc docteur en médecine, docteur en management, donc il est sorti d'une école de commerce, stratège financier, pharmaco-économiste, entrepreneur, consultant en stratégie. Les qualificatifs sont longs pour le présenter. Merci Dr Marc Atugoliti d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être sur le plateau de Vécu. Ben, déjà, merci Charles. Tout le plaisir est pour moi d'être, on peut se tutoyer, hein, bien sûr, voilà, d'être sur ton plateau. Qu'est-ce que je pense de l'initiative de Vécu? Je pense que c'est une très belle initiative. J'étais très intrigué par le nom de l'initiative, Vécu. Comme c'est pas moi qui pose les questions, donc on va passer là-dessus. Non, je pense qu'on peut rapidement revenir là-dessus. L'idée derrière Vécu, c'est de proposer du contenu qui à la fois parte du vécu de l'invité lui-même, mais qui puisse aussi impacter le vécu de ceux qui regardent. Donc sur des questions assez précises, des thématiques pas forcément connues du public, mais qui d'une façon ou d'une autre impactent leur vécu quotidien. C'est vraiment ça l'initiative. Il y a de très bons contenus en Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas toujours informatifs. On est très souvent dans de la distraction, dans l'évasion. Donc nous avons voulu mettre en place un contenu qui enseigne, qui informe, qui éduque à partir de ce qu'on a dans notre environnement. Très bien, voilà. Très bien. Donc l'idée que je me faisais de l'initiative, c'est vraiment ça. C'est vraiment un plaisir, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est toujours un plaisir de partager la modeste expérience qu'on a dû amasser ça et là. C'est vrai qu'on n'est pas très habitué des plateaux. Question de déformation professionnelle. Et puis c'est vrai que c'est la toute première fois que moi-même je vous vois sur un plateau. Donc que je te vois sur un plateau. C'est toujours assez difficile de passer du vouvoiement au tutoiement, mais bon, on va y arriver. Okay. C'est vrai que c'est assez rare. Généralement, les stratèges, on ne les voit pas. C'est ça. C'est de formation, un stratège, il est dans l'ombre. L'homme de l'ombre. Voilà. Ça marche, ça marche. Alors, pour certains le savent, d'autres vont feindre de l'ignorer, mais on sait que vous avez quand même été dans l'ombre de Tidjane Thiam, son chef de cabinet pendant un moment. Mais heureusement. Alors, petite précision? Non, pas chef de cabinet. Mais je ne m'attendais même pas à ce qu'on en parle. Et j'ai fait porte-parole. Porte-parole de Tidjane Thiam, pendant quelques années. Mais bon, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. Non, mais juste, quand même, c'est toujours bon qu'on le sache. Mais rassure-toi, ce ne sera pas le sujet de cette interview. Alors, ici, on te reçoit aujourd'hui en tant que spécialiste donc de marketing, enseignant en école de commerce. Voilà, on va vraiment mentionner que tu es enseignant pour des programmes d'exécutif MBA et de MBA dans des écoles de commerce en France, au Royaume-Uni et au Brésil. Donc c'est vraiment à ce titre-là qu'on te reçoit sur le plateau pour parler d'un sujet qui est assez intriguant, qu'on n'a pas l'habitude de creuser, même si on est tout le temps entouré de marques, mais on ne s'est jamais posé les questions sur les origines, les implications. Donc là, on te reçoit en tant que spécialiste
de marketing de luxe? Alors à ce sujet, je suis plutôt spécialiste de management stratégique Management stratégique, d'accord. et comme pour mettre en œuvre les stratégies qu'on conçoit et autres et tout ça, vous avez des disciplines comme la communication, le marketing qui rentrent en ligne de compte. Donc naturellement, on y touche. Mais D'accord. sinon, à la base, je suis stratège. Voilà, D'accord. donc je suis spécialiste D'accord. de Ça management marche. stratégique. Oui. Alors, déjà, avant même de rentrer dans le vif du sujet, on veut savoir la différence fondamentale qu'il peut avoir entre le marketing traditionnel, donc qui touche à tout type de commerce, Uh-huh. et éventuellement tout ce qui est marketing de luxe. Luxe. Alors, je pense que la différence tient même déjà de l'objet qu'on market, D'accord, de l'objet qu'on commercialise. d'accord, Euh, L'objet de luxe a des particularités, que ce soit en produit ou en service, des particularités, notamment la rareté, d'accord, généralement le coût élevé, l'inaccessibilité, que ce soit géographique ou économique. On a parlé de coût tout à l'heure, de la sophistication, voyez. Et puis, on a tout un narratif derrière qui parle d'éthos, c'est-à-dire de culture, de vision du monde, etc. C'est très centré là-dessus. On est beaucoup sur de l'émotion. C'est la question que j'allais Voilà, poser. on est beaucoup sur de l'émotion. Donc, on a deux choses, Oui, à la fois que le produit, donc physique, oui, qu'on voit, qu'on peut toucher, oui. Et tout l'univers. et tout Et l'univers tout l'univers. abstrait qu'il y a Oui, autour. tout l'univers qu'il y a D'accord. autour. Alors, pour les produits, je vais dire traditionnels, hein, on va dire ça comme ça pour les séparer les produits de luxe. Pour les produits traditionnels, ben, tout de suite, on veut atteindre le plus grand nombre. D'accord. Vous voyez, on veut atteindre le plus grand nombre. Donc, les canaux qu'on utilise, la stratégie qu'on utilise, elle est différente. Le produit de luxe, rareté, exclusivité, quand on a dit ça, on est clair qu'on n'est pas en train de rechercher tout le monde. Effectivement, effectivement. Voilà. Et donc, les différences partent déjà de là, dans la conception même déjà du produit ou du service. D'accord. Maintenant, pour ceux qui ont fait du marketing, je pense qu'ils connaissent presque tous ce qu'on appelle la règle des 4 P. Dans le secteur du luxe, on n'applique pas les 4 P. D'accord. On n'applique pas les D'accord. 4 P. Alors, ça me permet de rebondir tout de suite sur les destinataires du produit. Mais voilà, c'est ça. On n'applique pas les 4 P. Dans le secteur du luxe, on a ce qu'on appelle le programme de communication. D'accord. Et le programme de communication s'appuie sur ce qu'on appelle une chaîne de communication. Alors, c'est quoi une chaîne de communication? Dans le secteur du luxe, vous concevez d'abord une marque, D'accord. tout l'univers de la marque, avant de le manifester en produit. D'accord. Généralement, pour les autres produits, c'est différent. On crée d'abord le On produit. crée d'abord le produit et après on Ensuite, crée le narratif. d'accord. Dans le secteur du luxe, Très on bien. crée d'abord le narratif, on crée l'histoire et ensuite le produit ou le service. Alors, je dis généralement aux étudiants, ça me fait rire, je dis, mais qui est chrétien ici? Ah oui. Je dis, est-ce que vous avez déjà vu le Saint-Esprit? Ils me disent non. Question pertinente. Oui, je dis non. Je dis, mais vous envoyez les manifestations par contre. Un parler à langue, ou une guérison, ou je sais pas quoi. Et c'est comme ça le secteur du luxe. Donc vous avez l'identité de la marque que vous ne voyez pas, qui n'est à la base pas perceptible, et vous devez manifester cette identité de marque-là dans ce qu'on appelle les manifestations. C'est quoi les manifestations? Il y a le produit lui-même, il y a l'endroit où vous vendez, il y a comment vous vendez, il y a ceux qui vendent, il y a les produits, il y a la manière de fixer les prix. Tout ça sont des manifestations de l'idée de marque que vous avez créée. Et il doit y Très avoir bien. une cohérence absolue. Et surtout un narratif Oui, déjà oui, solide, très exactement. solide. Donc le narratif est construit, il est construit autour de ce qu'on appelle l'éthos, donc culture, histoire, etc., et de l'esthétique. Ethos, éthique, éthique, hein. Ok. Vous voyez le truc? Donc éthique et esthétique. Vous construisez les deux, après maintenant vous les déclinez dans des Donc, manifestations. a priori on a déjà le produit, enfin l'environnement et tout. Et
on va s'intéresser maintenant à ceux à qui c'est destiné. Donc, Oui. en ce moment-là, quand on le conçoit, Oui. on n'indexe pas, certes, on n'indexe pas tout le monde, Oui. on veut un certain type de À cause de personne. l'exclusivité, de Comment la est-ce rareté. qu'on identifie ce type de personne? Est-ce le niveau de vie? Est-ce le niveau de culture? Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? Il, il y a plusieurs choses. D'accord. Il y a plusieurs choses. Je vais vous demander, par exemple, je pense que presque tout le monde a au moins déjà voulu acheter un produit de luxe ou en a déjà acheté. Mhm. Si on lui demande, mais pourquoi est-ce que vous avez acheté ça? En fonction de l'identité de votre marque, Mhm. les clients se reconnaîtront. Je ne sais pas si vous voyez. Si, si, En je... fonction de Mhm. l'identité de la marque que vous projetez dans les manifestations, justement, on parlait de chaîne de communication. Mhm. Une fois que vous avez manifesté l'identité de la marque, il se passe quoi? Il se passe que des gens qui sont dehors doivent percevoir à travers les manifestations de votre marque toute l'étoffe, toute l'histoire, toute la culture que vous êtes en train de convoyer et se reconnaître dedans. D'accord. En clair, vous achetez les produits d'une marque de luxe parce que ça vous parle. Ça réveille quelque chose en vous. Ça vous correspond. Je ne sais pas si vous, Je, je, ça je, vous je, je- correspond. je Et comprends donc, ça, c'est l'histoire parfaitement. de la perception. Très bien. Et les manifestations qui sont au milieu, donc où est-ce que votre boutique est implantée, comment est-ce qu'elle est construite, les produits que vous avez créés, toute l'esthétique qu'il y a autour, normalement, c'est fait pour convoyer les valeurs, la culture que la marque transporte. Donc, si tout est bien fait, naturellement, ceux qui correspondent à cette Mhm. marque viendront acheter. Très bien. Donc, ce Si, sont voilà, les vous destinataires avez viennent aux souvent, vous n'êtes produits. pas la cible. On C'est ça, entend ouais, ça on entend souvent. ça Mais souvent. en Mhm. clair, une marque de luxe, quand elle produit, la cible se reconnaîtra dans les valeurs. Très Si vous bien. êtes la cible, vous viendrez. Très bien, très bien. Alors, on va y arriver tout à l'heure, hein. On va parler justement des marques de Ouais. luxe en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Mais ça c'est pour plus tard. Pour l'instant, on va s'intéresser à l'histoire. Ok. D'un point de vue simplement historique, Ok. on sait que tout ce qui est commerce a commencé avec le troc, on va dire les impératifs d'échange de Oui, marchandises et tout. oui. À quel moment de l'histoire, quelqu'un s'est dit, il faut que je bâtisse un narratif autour de ce que je veux vendre, de ce que je veux échanger, Ok. pour sortir de la linéarité du simple commerce. Je pense que c'est de l'ordre de l'histoire. Quelquefois, quand on parle de luxe, on pense au prestige. D'accord. On allait y arriver Voilà, entre on la pense au différence entre prestige. luxe et Voilà, les prestige. deux se tiennent souvent par la main, même s'il y a une D'accord. petite différence, mais se tiennent par la main. Quand on pense au luxe, on pense à l'excès. Bien. Ça, c'était la définition historique. L'excès, le mot excès Oui, dans le oui, dictionnaire, oui, parce qu'on oui. a, Ah on non, est en non, Côte non, non, pas d'Ivoire. le... On pense à l'excès, c'est pas à Ah non, l'excès. non, non, Ok. non, non, Pas à l'individu. voilà, pas à l'individu, mais à l'excès et au Effectivement. prestige. Mhm. Les premiers objets qu'on a considérés comme étant des objets de luxe, on les a retrouvés dans l'Égypte ancienne, D'accord. hein, donc sur le continent africain. Vous savez, l'Égypte, c'était cette grande civilisation-là, grande noblesse, et donc, vous savez, les dieux, on les adore et on les sert avec des choses précieuses, etc., des vêtements précieux, ainsi de suite. Donc, les grands prêtres. Après, on a une stratification de la société Absolument, égyptienne. absolument, ça se fait tout de suite, et ça se matérialise par les artefacts qu'on porte. Très bien. Donc, les vêtements, les bijoux, etc. Et cette stratification, ben, elle a continué dans toutes les grandes civilisations, gréco-romaines, et ainsi de suite, jusqu'à à la grande Europe qu'on a connue, avant-guerre, après-guerre et tout ça. Donc vous avez des marques qui sont, en réalité sont des noms de ceux qui ont créé ces maisons-là, et etc. Donc Louis Vuitton, Hermès, Prada, et toutes ces choses-là, Ferragamo. Donc c'était des noms de gens qui fabriquaient un certain type de produits et donc qui ont estampillé ça. Mais comme ça transportait déjà beaucoup d'histoires, des valeurs, de noblesse et tout ça, ben, les marques de luxe ont été créées. Et
la manière de repercuter ce sentiment d'appartenance à une strate très élevée de la société ben, a fait son chemin. D'accord. Donc là, on est parti de l'histoire, ainsi de suite, avec cette forte démarcation des classes sociales, Oui. ainsi de suite. Donc là, on arrive à l'époque moderne Ouais. où chacun peut s'extraire de sa classe d'origine, aspirer à la classe supérieure, on va dire Ouais. ça, par peut-être l'acquisition de moyens, ainsi de suite. Donc, à partir de quel moment Ouais. on va parler de bourgeoisie ou de classe moyenne, ou vraiment tout en restant dans l'idée de consommation du luxe? Absolument. Donc, vous avez parlé de modernité, peut-être de postmodernité. De postmodernité, parce que la modernité, elle s'arrête dans les années 90 et tout ça. Et avant la modernité, la bourgeoisie, on sait ce que c'est. Hein. C'était des questions de classe, De naissance, oui, de d'origine, naissance, d'origine, et tout ça. ascension Mais sociale, ainsi de suite. après les révolutions industrielles, et tout ça, il y a eu, on va dire, une autre classification. On n'était plus seulement, enfin, noble de sang bleu, mais on devenait d'une certaine classe parce qu'on avait gagné de l'argent. C'est ça. En montant des industries, etc. Et donc en devenant très riche. Il y a des gens qui n'avaient pas de terre à cause du sang, mais qui ont eu beaucoup de biens parce qu'ils ont été industrieux. Et donc la bourgeoisie, elle a un peu changé. Il y a une question que j'ai envie de poser. Oui, En ce moment-là, oui. que revêt la notion de mauvais goût? Mauvais goût, bon goût. Parce que maintenant, ce n'est plus l'individu. Je pense que ça doit être relatif quand même. C'est pour ça que je pose la question. Parce que là, on arrive à une étape où on peut avoir beaucoup d'argent, on peut vouloir se faire plaisir, parce qu'on a la possibilité d'acheter tout ce qu'on veut. Ouais. On veut appartenir, on veut s'identifier à une certaine classe. Mais ce n'est pas toujours le cas dans la façon de consommer. Et le résultat qu'on voit n'est pas forcément bon. Donc à quel moment on parle de bon goût ou de mauvais goût? Mais alors pourquoi? Pourquoi? Je pense, quand on décide de s'élever dans la société, il y a des codes qui vont avec. Très bien. En fonction de la strate sur laquelle vous vous trouvez, il y a des codes. Le problème, c'est que, enfin, peut-être que beaucoup de gens ne vont pas aimer cette partie-là. C'est l'objectif de faire une émission libre, hein? Donc on peut tout dire. Il y a des nouveaux riches, Très bien. d'accord, qui veulent montrer qu'ils ont gagné de l'argent, ce qui est noble d'ailleurs, mais qui ne font pas l'effort d'apprendre les codes de la nouvelle classe dans laquelle ils rentrent. D'accord. Et donc à partir de ce moment-là, on a des associations qui ne sont pas forcément... Exactement. Donc d'où peut-être la question de mauvais goût. C'est pour ça que je dis que c'est relatif. Parce que tant que vous ne cherchez pas à entrer dans une certaine classe sociale, bon, enfin, les goûts que vous aviez, ils étaient bons, peut-être. Mais à partir du moment où ça change, oui. Et donc, il faut évoluer avec. Vous changez de classe, il faut apprendre les codes qui vont avec. Il faut apprendre les codes qui vont avec. C'est pour ça qu'il n'est pas souvent facile d'être un consommateur de produits de luxe. D'accord. Oui. Parce qu'un bon consommateur de produits de luxe, il connaît les codes, les valeurs, la vision du monde que transporte le produit de luxe qu'il achète. Très bien. C'est une sorte de communauté. Très bien. Donc, on ne se lève pas pour appartenir à la communauté parce qu'on... Et je vous dis, il y a des marques de luxe qui sont tellement exclusives que pour vous permettre d'acheter certains types de produits chez eux, ben, il vous faut un parcours. On veut voir que vous avez déjà acheté des produits un peu accessibles comme ça, basiques, etc. pour qu'on vous permette d'être sur une liste d'attente. Très bien. Pour pouvoir acheter du produit. C'est-à-dire, même si vous avez votre argent, monsieur, on n'en veut pas tout de suite. On veut se rassurer que vous correspondez à la vision du monde que cette marque-là transporte. Vous voyez comment c'est exclusif? Très exclusif. Voilà. Et cette notion d'exclusivité-là, elle est faite pour garder la désirabilité. Voilà, la désirabilité. Parce qu'on se dit, il y a beaucoup de marques de luxe qui ont perdu leur prestige ou leur aura
Parce que justement, cette notion d'exclusivité, là, ils se sont dit, bon, on va arbitrer hein, entre gagner de l'argent et puis bon, On arrive ils ont donc, démocratisé. on arrive au marché africain. J'utilise la chute du propos, Ok. de ton propos pour en venir au marché africain, surtout au niveau on va dire, de la volonté de certaines marques de fermer quand même l'accès à leurs produits. Donc on est en Afrique, on sort de l'époque de la Ouais. colonisation, on nivelle tout, voilà. L'homme africain s'assume, Mhm. il gagne de l'argent, il veut s'identifier à certains produits de luxe, donc il peut se heurter justement à ce que tu viens d'expliquer et il se met en griffe à singer à la limite les habitudes, donc la façon d'être. Ok. J'ai lu quelques histoires là-dessus, sur certaines marques, par exemple, de luxe, Mhm. qui se fermaient totalement aux Africains, Mhm. peu importe les moyens qu'ils déployaient Mhm. pour appartenir, n'est-ce pas, à leur cercle Mhm. de clients. Comment est-ce qu'on appréhende le fait de singer les habitudes de consommation donc, du client de luxe européen? Bon, ça c'est la partie, je vais dire, politique de l'affaire. D'accord. Vous savez, tout est politique, Oui. finalement. Mhm. Quand on parlait d'éthos, on a parlé de vision du monde, Effectivement. de valeurs Mhm. et de culture. Et donc, les marques de luxe sont des témoins de leur temps, transportent une certaine vision du monde du fondateur de la marque, Mhm. une certaine vision du monde et certaines valeurs. Bien sûr, personne ne viendra sur la place publique avouer, bon, Je moi, suis une marque raciste, par personne ne le exemple. dira. Mhm. Personne ne le dira. Mais dans les faits, dans les manifestations, vous voyez, les Je vois, je vois, manifestations, je vois. on ne Mhm. voit pas l'esprit, mais on en voit dans les manifestations, on le constatera. Donc, on a des marques, par exemple, qui sont étonnées Mhm. que leurs produits même soient consommés en Afrique, par exemple. Oui, bien sûr, Parce parce que que l'Afrique n'est pas un marché voilà, qui rentre dans voilà, leur bien sûr. code. Et pour beaucoup de ces marques-là, les boutiques les plus proches de nous sont soit aux Émirats arabes. Hein. On comprend donc pourquoi tout le monde va à Dubaï, Voilà, parce que mais ça a même mis un peu de temps pour que pour que ces ça marques, ces arrive. marques-là Mhm. ouvrent là-bas. Donc si elles estiment que les Africains en général ou la majeure partie de la population n'a pas encore le niveau qu'il faut pour consommer leurs produits, nous n'ouvrons pas. Ils se disent, ceux qui ont le niveau voyageront et viendront vers nous Très bien. pour venir acheter. Mhm. L'histoire de la Chine et du marché du luxe, c'était le marché du luxe traditionnel, c'était la France et l'Italie à la base. C'est là les deux grands territoires du luxe. Quand l'Amérique du Nord a commencé à, on va dire, avoir ce boom économique, etc., et machin, ben, il y avait beaucoup d'argent, personne n'allait vouloir rester. On a ouvert sur le continent américain. Après, en Asie, il y a eu le Japon. Mhm. Et les pays comme la Chine sont arrivés après. Et même la Chine, il y a beaucoup de marques qui ont arbitré, se sont dit, on y va, on n'y va pas, il y a beaucoup d'argent. Dans un premier temps, la Chine était vue comme Voilà, un endroit où on produit. Et puis, exactement. on se souvient même du qualificatif Shintok. Mais voilà, justement, Mhm. oh, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas à cause de notre image? Et puis, bon, c'est des cultures totalement différentes des cultures occidentales. Comment on fait pour s'adapter, etc. Mais bon, on finit par franchir le pas. Et puis, ça a donné ce que ça a donné. Il y a eu un boom là-bas aussi, mais aussi, ça les a exposés à de. On a dit Shintok tout à l'heure. Hein? Qui n'était pas forcément Oui, joli à entendre. voilà, ça les a exposés à la contrefaçon. Mhm. Certaines marques se sont repliées, d'autres sont restées là-bas. Mais on essaie de monter quand même En les gamme. murs, Mhm. monter les murs. Et donc, vous pouvez avoir l'argent et même acheter. C'est tout un parcours du combattant. Donc, je pense que l'Afrique, next frontière, parce que l'industrie du luxe suit là où l'argent va. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure que les populations africaines vont s'enrichir. Ceci dit, est-ce qu'on est obligé d'attendre que
des marques qu'on idéalise viennent à nous? Donc on est sur le continent. Est-ce qu'on ne va pas, Aujourd'hui, on est sur le continent. oui, On est-ce qu'on ne arrive va pas là. créer nos propres marques? Nous sommes sur le marché africain. Mhm. Docteur Marc Atugoliti, est-ce qu'il existe des marques de luxe en Afrique? Est-ce qu'il existe des marques de luxe créées par des En Africains Afrique, ou sur créées le par des continent? Africains, Ah, en partant de la définition donnée au début, le oui, narratif, oui, l'histoire, ainsi de oui, suite. Partant de cette définition-là, oui. est-ce qu'il existe des marques de luxe en Afrique? Euh, je disais, c'est une question à deux volets pour moi. Est-ce qu'il y a des Africains ou des personnes d'origine africaine qui ont créé des marques considérées comme des marques de luxe? C'est ça la question. Oui, il y en a. Je voudrais ici souligner que le luxe, c'est pas seulement la mode, hein. Mhm. Il y a C'est différents élargi à, domaines, à tous les types de depuis produits, l'immobilier, effectivement. les services, comme le banking, etc., ou l'hôtellerie de luxe, Mhm. la joaillerie, etc. C'est vraiment large comme éventail. Oui, il y a des marques de luxe créées par des Africains qui transportent mais vraiment des valeurs africaines, un narratif vraiment africain, et ainsi de suite. Il y en a eu et il y en a. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir, est-ce que ça correspond forcément au code? Donc, est-ce qu'il y a un standard africain ou des standards africains qu'on peut identifier et considérer comme... Alors, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul pour ça. Parce que le luxe tel qu'il est connu aujourd'hui est vieux surtout pour les marques, hein. Il y a des marques qui ont été créées en 1800, ok, et qui tiennent la route jusqu'à aujourd'hui. Donc on est en train de parler de centaines d'années. Nos pays africains datent des années 60. Ça peut sembler loin derrière, mais sous ce point de vue-là, c'est très jeune. c'est très jeune. Mhm. C'est très jeune. Cependant, nous avons des histoires et des cultures, mais vraiment Qui sont riches. millénaires. Oui, qui sont riches et qui, malheureusement, on a eu tendance à l'oublier parce qu'on nous a fait comprendre que ce n'était pas forcément des cultures les plus avancées, ce qui n'est pas vrai du tout. Et donc, vous avez des gens, pour parler ne serait-ce que du milieu de la mode, vous avez des gens qui ont tiré leur épingle du jeu. Moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, On peut citer les marques, il n'y a vraiment pas de problème. qui s'appelle Iman Aïssi. D'accord. Il est d'origine camerounaise, très éclectique comme individu. Il a fait de la boxe, du mannequinat, il est écrivain. Je crois même qu'il a dû étudier l'architecture, toutes ces choses-là. Et Iman a été le premier Africain à intégrer le secteur fermé de la haute couture en France. Et Iman, c'est pour moi la marque Iman ici. Franchement, même les codes du luxe européen, le gars, il coche toutes les cases. Très Il bien. coche toutes les cases. Mais Iman a cette particularité-là de travailler avec du textile d'origine africaine. Et justement, c'est un de mes angles de recherche, hein, dans ce milieu-là. C'est en travaillant sur les textiles d'origine africaine et de leur place dans l'industrie du luxe que j'ai connu Iman et des gens comme Roulibet. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, pas du tout. Ça s'écrit X-Y-L. Peut-être que je ne me sens pas encore intéressé ou attiré par Voilà. les, Donc, les voilà, marques de luxe, mais ça va venir. Il y a des gens comme Roulibet, mais vraiment qui est... Et avant eux, il y a eu d'autres noms, des gens qui ont travaillé sur le Bogolan. Si je vous dis Chris Seydou, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Ah, vous êtes un peu plus jeune. Ouais, Donc Chris Seydou, paix à son âme, donc qui ont fait un travail extraordinaire. Hein? Il y a, même en Côte d'Ivoire, des gens qui font du travail qui, je pense, hein, obéissent au code. Hein, au code de ce que c'est qu'une marque de luxe. Toujours dans la mode et tout ça. Vous connaissez Olivia Pérez? quand même, oui. Voilà.
Déjà entendu parler. Voilà, Oui. pour moi le travail de Olivia Pérez correspond vraiment au code. Maintenant, après, il faut avoir le recul parce que l'idée du luxe, c'est de traverser les époques, Bien sûr. ok, et de survivre à son fondateur. Avoir des marques Oui, oui, également qui ont 200 ans, exactement, 300 et ans de d'existence. survivre à son fondateur, Très bien. Très tout en bien. gardant la même image, la même désirabilité, le même prestige, etc. Donc, il y a ça. Et puis, vous avez quand même, je pense, hein, dans l'hôtellerie, vous avez des marques qui sont vraiment, je pense, 5 étoiles. Il y en a. Pas mal. Il y en Oui, a il y pas en mal. a. Même ici à Abidjan, Mais parlant d'hôtellerie, on a deux observations. La Ouais. première, c'est que ces hôtels 5 étoiles, soit obéissent aux standards européens, ou sont juste détenus par des propriétaires africains. À quel moment est-ce qu'on devrait les identifier aux standards du luxe africain? Alors, premièrement, il y a déjà la marque Ok, sous laquelle l'hôtel en question est opéré. très bien. OK? Et puis, il y a les détenteurs du capital. Vous avez des marques, les détenteurs du capital sont africains, totalement. D'accord. Les détenteurs de la marque, c'est des marques détenues par les Africains, totalement. Et quand vous rentrez dans l'hôtel, vous voyez comment est-ce que les choses sont agencées, vous sentez la touche culturelle, soit Touareg ou quelque chose comme ça, et tout le narratif qui va avec, même sur ce qu'on vous sert, hein, dans la gastronomie, parce que la gastronomie, c'est la haute gastronomie, c'est du luxe aussi. Donc, dans ce qu'on vous sert, etc., il y a de tout ça. C'est D'accord. vrai qu'il y a des hôtels hein, qui sont opérés sous marque occidentale. Je ne parle pas de ces hôtels-là. Voilà, je ne D'accord. parle pas de ces D'accord. hôtels-là. Et donc, oui, il y a des gens qui font leur chemin. Il y a, vous savez, par exemple, comment il s'appelle celui-là, la plus grosse fortune d'Afrique du Sud. Hein, c'est Rupert. Rupert, Rupert, si, oui. si. Voilà, vous savez qu'il est dans le C'est diamant. ça, Hein, effectivement. il est dans le diamant et de tout ce qui va avec. Est-ce qu'on considère comme étant africain? Bah oui, il est africain. Ouais, la preuve, on a une nouvelle, un nouveau patron, enfin une nouvelle Si, patronne si, du du CIO. CEO, si, Oui, elle si. est africaine. Je faisais la réflexion à quelqu'un qui m'a dit, ah, je m'attendais pas à ce que Mais tu c'est une sois blanc. blanche. Je dis, ah ouais. Il y a Mais l'Afrique est-ce blanche quand que, même je dis, aussi. mais toi, tu es française, non? Ah ouais. Je dis, mais est-ce que quand tu dis je suis français, on dit, oh, je m'attendais pas à ce que tu sois noir. Les habitudes dans la posture. Ah, ben, Et puis écoutez. on a cette facilité-là d'identifier les gens aux couleurs. Ah, ben, Alors, on va revenir à une expression qu'on a employée au début. Vous n'êtes pas la cible. Là, on va parler stratégie. ok. On va parler stratégie. Ici, on a des marques qui se disent marques de luxe, qui essaient de promouvoir des produits dits de luxe et qui ont une approche à la limite arrogante. Vous n'êtes pas la cible. En tant que stratège, est-ce que pour vous c'est viable? Ça me fait vraiment sourire quand je lis ça souvent. Vous savez, si vous vous sentez obligé de dire à quelqu'un que vous n'êtes pas la cible, c'est que vous n'avez pas fait le job. Parce que si vous avez fait le job, la cible vient d'elle-même. Très bien. Si vous avez fait le job, la cible vient d'elle-même. Rappelez-vous de la chaîne de communication. Depuis la conception de l'identité de la marque, les manifestations, c'est-à-dire le produit lui-même, là où vous êtes, où vous ouvrez vos boutiques, la manière dont les vendeurs se comportent, les événements auxquels vous participez, tout ça, qui convoie les éléments de l'identité de votre marque, naturellement, dans le marché, La cible se reconnaît. la cible se reconnaîtra. Très bien. Donc, si vous êtes à dire aux gens, vous n'êtes pas la cible, c'est que vous n'avez pas fait le job. Très bien. Ça me permet de dire ceci, parce que j'ai rencontré souvent des entrepreneurs africains qui disent, ok, je produis de luxe et tout ça. Souvent, je leur dis, pour le moment, je pense que vous êtes en train d'aller vers le premium. Ah oui, mais non, c'est du luxe. Vous voulez nous appliquer les codes du luxe à l'occidental et tout ça. Je leur dis non. Mais quand je regarde vos marques, même l'identité de la marque, elle est floue. Elle n'est pas encore assise. Oui, elle est floue. Elle n'est pas faite comme il se doit.
Et bien c'est pour ça que vous vous retrouvez à dire aux gens, vous n'êtes pas la cible. On est à l'ère de la digitalisation. Oui. Avant, des marques, donc les marques de luxe qu'on Mhm. connaît, n'avaient pas un rapport aussi direct Hein? donc, avec la clientèle qu'aujourd'hui avec la Ouais. digitalisation. Aujourd'hui avec Facebook, tout ce qui est Ouais. réseaux sociaux, on a cette facilité-là d'aborder les marques. Ouais. Est-ce que quelque part, ce lien direct qui est créé Ouais. Ouais. ne galvaude pas un Ah oui, c'est peu? un dilemme. Ah oui, donc il faut... C'est la Est-ce que... démocratisation. C'est un dilemme, c'est la démocratisation. Et en termes de voie d'accès au marché, bon, vous savez très bien que la digitalisation, vous savez ce que ça a fait. Hein. Ça a brisé. Bon, je peux être ici, je veux acheter un produit de luxe, je peux même l'acheter au Japon, me le faire livrer. Je n'ai pas besoin de me déplacer. D'accord? Donc, on ne va pas se priver de clientèle à ce niveau. Cependant, je disais tout à l'heure que c'était un dilemme parce qu'il faut arbitrer, jouer entre la démocratisation et garder la désirabilité et le prestige et le fait de rester inaccessible. Donc, il faut jouer sur ces deux-là. Alors, Au départ, on a eu des marques qui avaient du mal à venir oui, sur oui, le oui, bien sûr. digital, Oui, oui, mais bien sûr. aujourd'hui, tout le monde est Tout le monde est obligé. là. Tout le monde est là. Mais alors, malgré le fait que ces marques passent sur le digital, elles ont développé des stratégies pour garder toujours le côté prestigieux, désirable et inaccessible. Souvent, les gens me demandent, mais MacArthur, à quel moment tu te trouves à aller enseigner stratégie du luxe? Je leur dis, mais vous ne savez peut-être pas, mais l'industrie du luxe est une des industries où il y a le plus d'innovation. Et moi, je suis spécialiste du management stratégique de l'innovation, en fait. C'est Très c'est bien. une, c'est une des industries où il y a le plus d'innovation. On dépose peut-être autant de brevets dans l'industrie du luxe que dans l'industrie pharmaceutique, par exemple. Et comme ce n'est pas un domaine qui est très Très ouvert, ouvert. donc on Voilà. n'est pas forcément Et informé. si vous voyez par exemple la technologie, pour parler de technologie digitale, de la blockchain, Le Web 3, ainsi de suite, voilà, toutes ces exactement, le technologies-là. métavers, etc. Mais les premières compagnies qui les ont utilisées, parmi elles, on trouvait les compagnies de l'industrie du luxe. Très On bien. utilise la blockchain pour authentifier les produits, ok? Pour la démarcation très claire de ce qui est fake ou pas. Et des marques de luxe se sont mises ensemble, mais très tôt, pour développer des plateformes d'authentification qui étaient sur la blockchain. Et pour parler d'inaccessibilité, etc., les métavers, ben vous allez voir, il y a des marques de luxe qui ont leur propre métavers. Très bien. Ouais. Et accéder à ces métavers, c'est très cher. Donc, c'est toujours cette question de classe fermée. Vous pouvez acheter peut-être quelques produits, mais vous ne pouvez pas rentrer là-bas parce que c'est toujours très cher. Très bien. Hein, la tokenisation, vous vous rappelez? Mais tout ça, c'est des choses que l'industrie du luxe s'est appropriée. Et donc, en même temps que la digitalisation permet de démocratiser, ben, les gens, en utilisant l'innovation, ont pu garder quand même, Les voilà, barrières liées à voilà, l'histoire, ces ainsi de barrières. suite. Les barrières étaient naturelles, maintenant elles sont digitales. Alors, docteur Maka Dugoliti, nous sommes quasiment, on va dire, à la fin de notre entretien. Pour capitaliser sur tout ce qu'on vient de dire, Oui. en tant que stratège, en tant que spécialiste donc, du marketing, de tout ce qui est stratégie derrière, quel secret ou quel conseil donnerais-tu à toutes ces marques qui aspirent à sortir du premium et à se positionner comme marque de luxe? Alors, tout domaine confondu, ça m'a fait un peu sourire. Ben, je demandais aux entrepreneurs de se former, Très bien. de se former. Donc, de savoir les codes qui réglementent l'industrie ou le secteur sur lequel ils veulent rentrer. Ok? Et la formation est accessible aujourd'hui. Il faut se former. Il y a des formations en ligne. La formation est accessible. Première chose, il faut qu'ils se fassent assister. Dieu merci, il y a de plus en plus de professionnels du secteur qui sont d'origine africaine. Voilà, il faut qu'ils se assistent. Et puis, qu'ils soient patients.
Parce que il n'y a pas de recette magique pour avoir de la notoriété. Très bien. Vous pouvez concevoir une marque avec une identité de marque très forte et la notoriété ne suivra pas. Tout dépend des choses à laquelle la société est sensible au moment où vous criez. C'est pour ça qu'il faut bien regarder l'ancrage sociologique et culturel de l'endroit où vous créez cette marque-là. Une autre chose, c'est qu'il faut aller dans l'histoire. Il faut lui mettre ses racines dans l'histoire du peuple africain. On a des artefacts, des matériaux qui sont extraordinaires, mais qu'on ne connaît malheureusement pas. Moi, en travaillant sur les textiles, mais j'ai découvert des textiles dans ce pays, je me demande, Pourquoi personne ne les travaille? Oui. Et vous savez, ceux qui vendent ces textiles-là sont des maisons en Angleterre ou quelque part, mais le prix, vous vous demandez, mais justement parce que ces gens-là, ils financent quelques communautés de producteurs sur le continent africain. Dès que ces produits... Et après, shippé, ils financent la recherche, donc ils savent où ils vont. Mais ils n'ont même plus besoin de faire de la recherche parce que sur ces choses-là, mais les traditions africaines, il y en a beaucoup. Et il y a des textiles, des matériaux, mais extraordinaires. Donc, ils financent la production. Dès que c'est produit, shipment. Et les Africains sont obligés d'aller acheter là-bas. Pour venir utiliser ici, c'est compliqué. Il faut qu'on s'intéresse à nos propres réalités culturelles et historiques. Ce n'est que comme ça qu'on peut développer des marques qui tiennent la route. Les Occidentaux ont créé des marques de luxe en s'appuyant sur leurs valeurs, leur vision du monde, leur culture. On ne peut pas se dédouaner et seulement... Il y a beaucoup à dire, il y a vraiment beaucoup à dire. Je sais aussi que tu es très passionné par tout ce qui est art, peinture, ainsi de suite. Oui. J'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver sur le plateau pour en parler. Avec grand plaisir. Mais déjà, ça a été vraiment un très grand plaisir de te recevoir. Et puis bon, on espère, comme j'ai dit, avoir l'occasion d'évoquer de nombreux autres sujets. Merci, chers amis, de nous avoir suivis pour ce numéro de Vécu. Nous recevions le Dr Marc Athiogoliti, spécialiste de management stratégique, qui est venu nous édifier sur les questions de marketing de luxe, produits de luxe. On espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à repartager, à nous identifier sur des partages, à recommander nos contenus. On espère grandir avec vous. Et puis, les discussions continuent sur nos réseaux, en commentaire, par mail. Écrivez-nous, on vous répondra. Et si vous avez des sujets qui vous passionnent particulièrement, n'hésitez pas à nous taguer des spécialistes pour qu'on puisse en discuter. Merci à vous de nous suivre. Merci. Et à très bientôt, À bientôt. dans Vécu.